Si l'image est aujourd'hui un des piliers de notre culture, c'est parce que son utilisation est parfaitement malléable et naturelle. Les possibilités que nous offre l'image semblent infinies, qu'elle soit fixe ou animée. Et si l'image peut avoir un pouvoir sur nous, c'est parce que nous avons, nous-mêmes, le pouvoir de la décrypter. Ce pouvoir, certains artistes l'ont exploré et d'autres personnes, moins innocentes, l'ont théorisé. Au travers du trait, des couleurs et de l'icône, l'image peut cibler des publics, influencer des pensées ou regrouper des points de vue. L'image, seule, pourrait donc en dire long sur l'intention de son auteur, et justifierait alors qu'un simple feuilletage d'une œuvre au rayon bande dessinée puisse nous donner l'envie, ou non, d'en lire les bulles. Mais cet ensemble de règles et cette efficacité met constamment les artistes au défi. Si notre décryptage réagit à une logique si efficace, comment réussir encore à prendre le lecteur à contre-pied, à l'étonner ou à le surprendre? Certains dessinateurs nous prouvent pourtant que les équations ne sont pas aussi naïves, qu'un dessin simpliste n'est pas synonyme de légèreté, et qu'au contraire, un trait plus réaliste n'est pas forcément plus dramatique. En 1991, Jeff Smith dessine les premiers chapitres de Bone, et son trait captive déjà les critiques et les lecteurs. En observant simplement ces pages, l'auteur semble déjà jouer avec les codes graphiques, et le style simpliste de certains personnages rencontre des traits plus inquiétants d'un univers plus sombre. Mais à travers l'originalité visuelle de son œuvre, l'auteur intrigue déjà. Simple curiosité, représentant d'un mouvement, et si l'auteur nous faisait tout simplement comprendre qu'il y avait autre chose derrière les normes graphiques figées, et que son médium était assez riche pour ne pas avoir à se soucier des règles. World is mine, yeah, get back. Don't mess with my stack, the game is whack. About to drop the bomb, I'm the West Coast Don. Big fish in a small pond. Now the fish trying to throw they book at the crook, but I shoot. Bone met en scène un trio de personnages qui arrivent dans un monde inconnu. Sur une base scénaristique très simple, Jeff Smith se démarque pourtant en jouant avec l'aspect purement visuel des héros, qui se détachent de l'environnement qu'ils explorent. Mais sans trop en dire sur le scénario et avant de s'intéresser plus en détail à ce procédé visuel dans Bone, essayons de comprendre son utilité dans le médium. Beaucoup d'œuvres utilisent ce type de contraste graphique entre un ou plusieurs personnages et le monde qui les entoure. En temps normal, ce procédé n'est perceptible que par le lecteur, car lui seul a besoin de déchiffrer les messages que le décalage est censé apporter. On retrouve très souvent ce genre de technique dans le manga, mais souvent cela traduit un changement de caractère d'un personnage, ou plus généralement un changement de ton du récit. Ici, le décalage graphique est temporaire et très contextuel, et dépasse rarement la durée d'une simple case. Mais parfois, ce décalage va bel et bien persister. Dans Cardcaptor Sakura, le personnage de Keroberos n'est là que pour rappeler le ton fantastique et léger du récit, même quand les scènes semblent se dérouler dans la vie quotidienne. Dans Tintin, les traits simples du héros justifient son rôle d'enquêteur, parce qu'il souligne son détachement vis-à-vis de son environnement. L'aspect visuel d'un personnage peut donc faire plus que définir sa propre implication. Le récit lui-même est atteint par la moindre rupture entre l'apparence de l'univers créé et l'apparence d'un personnage, quelle que soit son importance. Mais quoi qu'il arrive, c'est bel et bien le lecteur qui est le premier observateur du décalage, car il est graphique. Ce degré de conscience lui donne un rôle. Le ton du récit, l'absurdité d'une scène, le lecteur est capable de décrypter un langage qui n'est d'ordinaire jamais perçu par les personnages. Avec Bone, l'auteur semble alors apporter simplement sa pierre au médium. En utilisant un procédé graphique assez répandu, on peut commencer à entrevoir le sens qu'il veut donner à son œuvre. Mais essayons d'en savoir plus. Dans L'Art invisible, Scott McCloud nous démontre qu'un trait réaliste est avant tout utilisé pour décrire un univers. On peut donc en déduire que des personnages dessinés avec de nombreux détails poussent le lecteur à croire au récit dans lequel il se plonge, parce qu'il est vraisemblable, et ressemble à son propre monde. En revanche, cet auteur nous dit aussi qu'un style plus simpliste favorise l'identification au personnage, parce que moins son trait est complexe, plus le lecteur pourra facilement assimiler ses émotions. Bone répond parfaitement aux deux visions. La simplicité du trait des héros aide le lecteur à s'impliquer dans un univers qu'il trouve crédible car détaillé et vraisemblable. Dans One Punch Man, Yusuke Murata s'inspire aussi de cet effet. La simplicité du trait du personnage permet au lecteur de percevoir son monde au travers d'un véritable masque qui révèle l'absurdité d'un univers pourtant crédible. Mais cette idée de Scott McCloud, bien que pertinente, n'est vraie que si le lecteur est bel et bien capable de décrypter un style graphique. Et dans Bone, Jeff Smith parvient justement à soulever cette question. Assez tôt dans le récit, le personnage principal fait la rencontre des Ragaru, des monstres idiots mais dangereux. Lorsqu'ils sont en présence des héros, les scènes deviennent très souvent absurdes ou comiques. Et pourtant, lorsqu'ils interagissent avec les autres personnages, les scènes deviennent plus sombres. Mais à aucun moment, le trait des Ragaru ne change radicalement. Avec un même style graphique, Jeff Smith arrive à rendre des monstres sympathiques ou inquiétants, en fonction non pas de leur apparence, mais de celle de leur environnement. Ici, le lecteur ne peut donc plus décrypter avec précision des codes visuels, parce qu'ils deviennent ambigus. Attribuer des styles graphiques à des personnages ne suffit plus, c'est leur interaction et leurs oppositions que le lecteur doit déchiffrer.
Jeff Smith mobilise donc le lecteur de deux manières. Il le force à prendre en compte le contexte pour lui décrire des ambiances différentes, mais il utilise aussi le trait épuré de ses héros pour permettre au lecteur de l'impliquer plus efficacement. Mobilisation du lecteur, crédibilité de l'univers, le style de Jeff Smith n'est définitivement plus une simple curiosité. En fait, l'auteur va même aller jusqu'à jouer directement avec le ressenti du lecteur. En explorant différents procédés, c'est sa capacité à accepter le récit qui va être mise à l'épreuve. Ce degré d'acceptation va d'abord passer par l'évolution du récit, parce que si les premiers chapitres présentent une intrigue plutôt simple et légère, son développement va cependant devenir de plus en plus sombre. Au fil des tomes, l'auteur nous présente des personnages de plus en plus lugubres, et petit à petit, le scénario décrit des scènes de plus en plus sinistres. Et lorsqu'un héros se détache physiquement du monde qu'il explore, cela peut le rendre plus vulnérable. Dans Le Seigneur des Anneaux, c'est parce que les hobbits sont présentés comme plus faibles que la quête de Frodon devient plus difficile. Grâce à ce constat de base, Tolkien peut alors rendre son récit de plus en plus sombre, et le lecteur ressent et accepte ce sentiment d'impuissance. Jeff Smith se sert de cet effet dans Bone. Mais ici, nous avons vu que la particularité des héros n'est pas que physique, elle est aussi visuelle. En se basant sur un style graphique, connu et accepté comme étant un style humoristique, l'auteur trompe le lecteur. C'est parce que les styles graphiques s'opposent qu'il va mettre plus de temps à accepter l'évolution du récit. En temps normal, ce degré d'acceptation est franchi lors de scènes bien précises, de climax ou de coups de théâtre. Mais Bone laisse le lecteur décider du moment à partir duquel il accepte la cruauté du récit. En comprenant au fil des chapitres que le style graphique des héros ne reflète pas le ton de l'œuvre, il devient de plus en plus vulnérable, face à un récit qui s'assombrit de plus en plus. Pour l'auteur, le graphisme peut donc être une barrière qu'il décide d'utiliser. Mais pour que le lecteur ne soit pas totalement contraint et perdu au milieu d'un dessin à deux faces, il se permettra aussi de jouer avec les frontières des deux styles. En trouvant un équilibre entre le blanc et le noir, il arrive parfois à faire oublier que deux graphismes s'opposent. Les traits se fondent et fusionnent sur une page, et le lecteur se retrouve alors devant un troisième univers graphique. Ces instants le poussent alors à accepter plus facilement le monde dans lequel il s'est plongé, car les frontières visuelles n'existent plus. Entre 2004 et 2009, la série sera republiée dans des versions mises en couleur par Steve Hamaker. Mais ici, les frontières entre les couleurs n'ayant plus de sens, ces scènes en particulier n'auront évidemment plus l'impact de la version originale de Jeff Smith. Il n'y aura aucune adaptation animée de Bone, seuls 2 jeux vidéo verront le jour. Mais là encore, l'intérêt graphique de l'œuvre d'origine disparaîtra, face à une technique encore trop peu maîtrisée pour l'époque. En dessinant Bone, Jeff Smith est parvenu à respecter le rôle du lecteur, mais aussi à l'impliquer différemment dans son récit. C'est parce que le lecteur comprend les codes que l'auteur arrive à lui donner plus de liberté et plus de responsabilité. Et même s'il est évident que d'autres auteurs sont aussi capables de jouer avec les règles, il arrive à tirer son épingle du jeu en utilisant son dessin pour laisser le lecteur faire ses propres choix. Dans Bone, le lecteur est libre de décider à partir de quel moment il accepte le récit. Son implication ne dépend plus d'un scénario, mais aussi du pouvoir qu'un simple trait peut avoir. Au travers de son œuvre, Jeff Smith arrive à prouver que son médium est assez complexe pour ne plus avoir à se soucier des conventions qui lui sont, à tort, trop souvent associées.